Laurent Augue, merci. Comme je vous ai dit au début, certaines interventions sont suivies de débats, d'autres pas, mais le but évidemment est d'avoir plein d'idées mises sur la table et puis on en parle pendant la pause, dans les rencontres, pendant le lunch, etc. Il y a quelques mois, j'ai rencontré la personne qui a inventé l'étude PISA, l'étude qui analyse et compare les systèmes scolaires à travers les pays. Andreas Schleicher, il travaille à l'OCDE. Il mène l'étude depuis 10 ans. La dernière, c'était en 2010. Ils ont analysé près de 70 pays et ils ont interrogé près d'un demi-million d'ados. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de données. Une des choses qu'il m'a dit, c'est que les meilleurs systèmes scolaires, ceux qui sont au top du classement et qui ont progressé le plus significativement, de façon la plus significative, sont ceux qui ont fait de la formation des enseignants un élément clé, et puis une fois que ça s'est fait, qui ont structuré et créé un bon équilibre entre l'imposition de responsabilités sur les enseignants et des systèmes de gestion des cours et de gestion des méthodes d'organisation relativement flexibles et ouvertes. Donc un équilibre entre la responsabilité et la flexibilité. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai lu ce petit livre blanc qui est publié par le syndicat des enseignants romans. Et certaines des nombreuses propositions qui sont là-dedans étaient du même genre. Alors on s'est dit, on va inviter le coordonnateur du groupe qui a écrit ce petit livre. D'ailleurs, je pense que la plupart des 10 enseignants qui ont participé sont dans la salle. Bienvenue à vous. Le coordonnateur a en extraire 5 de ces idées et nous les présenter. Je vous prie d'accueillir Georges Pasquier. Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, l'école est en désarroi. Il n'est pas nécessaire de faire de longues descriptions. Tout le monde, élèves, parents, enseignants, politiciens, employeurs, tout le monde le sait. J'aimerais poser 5 idées pour repenser l'école, 5 points de bascule qui, je pense, peuvent contribuer à un débat différent sur son avenir. 1. L'école doit s'affirmer humaniste. L'école devrait être une institution, elle est devenue une prestation. L'école devrait être l'instrument de la communauté, elle est au service des individus. On ne lui fait pas confiance, on multiplie les contrôles, on sélectionne, on exclut, on teste, on met la pression en croyant toucher à l'efficacité, à la rentabilité. Sans s'en rendre compte, l'école laisse se développer un nouvel eugénisme. On rêve d'élèves parfaits. Et face aux élèves réels, on multiplie les explications médicales, les classements de handicap, les diagnostics de difficultés, les listings de besoins particuliers. Toutes les différences qu'on peut naturellement constater dans une classe ont bientôt des explications génétiques ou sociales. Or, tous les humains sont différents. Si la différence devient une anormalité, on trahit le principe d'humanité. L'école doit basculer vers l'humanisme. Ouverte à tous les individus, au gré de leurs différences qui ne sont pas des écarts à une norme, l'école doit renforcer la cohésion sociale, ancrer dans les nouvelles générations les valeurs de la démocratie, celles de la participation, pour être à l'aise dans la plus plurielle et la plus multiculturelle des sociétés. Au même titre, il n'est pas raisonnable de tout attendre de l'éducation. L'école a trop d'emprise sur le destin des individus, il faut l'en alléger. L'école est et doit être avant tout un lieu de vie, un lieu d'activité et d'expérience où la qualité de vie scolaire a au moins autant de poids que la didactique. Plus de tests et de formalités n'amènent pas loin s'en faut à plus d'intelligence, plus de compétences, plus d'épanouissement. 2. Un master pour les enseignants. Les professionnels de l'école ont en charge, avec les enfants et les jeunes, des individualités humaines en formation et en développement. Cette mission requiert un très haut niveau de compétences. Et pourtant, les jeunes semblent être moins importants qu'un canari, comme disait un ancien directeur de l'IRDP, parce qu'on exige aujourd'hui un niveau d'études moins important pour ceux qui vont œuvrer à l'école et s'occuper quotidiennement d'enfants et de jeunes que pour les vétérinaires. Même si l'exercice de la profession exige des compétences et des capacités personnelles indéniables,
Il doit présumer aussi de connaissances approfondies sur la nature humaine, la psychologie, la pédagogie, le développement social de l'individu et tout ce qui touche à l'enfance et à l'adolescence. Un professionnel de l'enseignement doit par ailleurs être une référence cognitive solide dans les domaines spécifiques, mais aussi dans tout ce qui est culturel au sens large. Et il doit posséder de manière incontournable une maîtrise complète de la langue d'enseignement, le français. À cet égard, les connaissances acquises par l'obtention d'une maturité ne sont pas suffisantes. L'institution scolaire doit viser un très haut niveau d'exigence pour tous les enseignants de la scolarité obligatoire. À l'instar des secteurs professionnels pointus, la formation des enseignants, durée, contenu et niveau, doit être à la hauteur des ambitions. C'est pourquoi nous proposons pour tous les enseignants de la scolarité obligatoire un niveau de master professionnel, c'est-à-dire un bachelor académique suivi d'une solide formation articulée théorie-pratique, impliquant les gens du terrain dans une optique de perfectionnement. Aimer les élèves est indispensable, mais pas suffisant. L'école a besoin de vrais professionnels qui méritent le respect et la confiance de la population, du monde politique, des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes. 3. Des compétences plurilingues. La multiculturalité envahit le monde, mais les tentatives faites dans plusieurs pays dans les années 90 de forcer les gens au multiculturalisme a été abandonnées, puisqu'elles ont conduit aussi au communautarisme. Chacun doit d'abord être bien dans ses baskets et dans sa langue, sans renoncer à l'effort de communication avec les autres. Ayons le courage de le reconnaître, on n'apprend pas une langue étrangère à l'école obligatoire, et encore moins une culture. Pratiquer une langue étrangère n'a de sens qu'en situation. L'apprentissage multilingue à l'école ne peut, par conséquent, viser que la communication basique et doit être réparti naturellement sur toute la scolarité obligatoire dès les plus petits degrés, mais sans ambition démesurée. Le moment de passer vraiment à la mise en œuvre des compétences plurilingues développées à l'école doit se traduire par un échange systématique et obligatoire d'élèves entre régions linguistiques dans la dernière année de la scolarité obligatoire. L'école doit basculer dans le réalisme, privilégier la langue de scolarisation, être ouverte aux langues, y compris aux langues maternelles des élèves, et au développement des compétences de communication multilingue indispensables. Les jeunes en formation doivent être dotés de l'éveil et des bases nécessaires pour apprendre une langue le moment venu. 4. De l'enseignant à l'équipe. L'organisation du travail scolaire est noyée dans tout un ensemble de structures, de règles, de pratiques qui découpent l'espace et le temps de l'enseignement et qui sont reconduits d'année en année. Il en résulte la fatalité d'un exercice très solitaire du métier qui ne facilite nullement les efforts de coopération et d'harmonisation souhaités même par l'État. La collaboration et la coopération entre enseignants doivent devenir la règle, l'obligation et la base contractuelle de toute action professionnelle et donc de tout fonctionnement éducatif. L'école doit basculer vers une organisation du travail où les résultats à atteindre sont plus importants que les procédures à suivre et que les coutumes à conserver. Le travail en équipe flexible, efficace et avec un grand degré d'autonomie doit devenir primordial. Faisant partie intégrante du mandat des enseignants, la collaboration doit bénéficier de moyens et de temps garant des conditions du travail professionnel. Les difficultés de sa mise en œuvre ne doivent pas être sous-estimées dans une institution souvent caractérisée par son très fort taux de balkanisation. Une organisation du travail scolaire ne pourra être coopérative et co-responsabilisante que nantie d'un leadership intelligent et participatif. À cet égard, le niveau de formation des chefs d'établissement, la qualité de leur statut et les critères qui président à leur choix sont déterminants. Et 5, évaluer pour faire grandir. Évaluer dans la vie, c'est se donner les moyens de savoir où l'on en est. Évaluer à l'école, c'est sanctionner, trier, éliminer, décourager, culpabiliser. L'école a l'habitude de mesurer non pas ce qui est construit, réalisé, en progrès, mais plutôt ce qui manque, ce qui est faux, ce qui est défaut. On ne comptabilise pas les acquis des élèves, on souligne leur écart face à un objectif, face à une norme, en insistant non pas sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce qu'il leur reste à faire ou sur ce qu'ils ne feront jamais.
Cette obsession de l'égalitarisme étayée par un système sacralisant les notes renforce l'échec scolaire, comme elle empêche aussi de demander encore plus à des élèves doués. L'école doit réussir à faire progresser ceux qu'elle appelle les moins bons, sans freiner ceux qu'elle considère comme les meilleurs. C'est une idée presque banale, qui relève du sens commun, mais qui a fini par devenir presque révolutionnaire. L'idée que l'école doit offrir à chaque élève l'occasion de son plus grand progrès, dans des structures hétérogènes, profitables aux uns et aux autres. Il est temps que l'école bascule dans une logique d'évaluation résolument formative. On vient à l'école pour apprendre. Il est légitime qu'on y entre en ne sachant pas et que tout progrès soit reconnu comme tel. Il est temps que soit créé un climat de travail professionnel fondé sur la confiance et sur le rendre compte. Faire apprendre les élèves au lieu de les trier. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Quelques propositions, c'est que des propositions, je suis sûr que beaucoup de gens sont d'accord et d'autres sont moins d'accord, mais je crois que dans la salle, on a au moins une personne dont j'aimerais entendre la réaction, Anne-Catherine Lyon. Est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce qu'on pourrait lui donner un microphone, s'il vous plaît? Il y a une hôtesse derrière vous. Voilà. Votre réaction à chaud, on ne s'est pas mis d'accord sur ça, je ne vous ai pas donné le texte ni rien, donc qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, non, le microphone est allumé, il faut juste... Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, merci à Bruno Giussiani de me mettre au défi de prendre position. Heureusement, mes collègues et moi-même de l'instruction publique avons des contacts extrêmement nombreux, fréquents avec les syndicats dans nos cantons et aussi avec le syndicat des enseignants romans. Nous connaissons ces thèses et nous partageons nombre des constats qui sont posés. Nous partageons aussi nombre des solutions qui sont proposées. Ce que je voudrais mettre en évidence, c'est le fait que l'école, et c'est peut-être en différence avec la vision très pessimiste qui a ouvert l'intervention de M. Paquier, c'est que l'école est au fond un des derniers lieux de la vraie mixité sociale. Si l'école ne tient pas le choc des demandes qui lui sont adressées, alors, de mon point de vue, la société court à la catastrophe. On demande énormément à l'école. Et la différence avec l'introduction un peu négative de M. Paquier, c'est de rendre hommage et justice à l'école. Les enseignantes et enseignants arrivent à accomplir la mission ou les missions qui leur sont confiées d'une manière remarquable. Mais pour passer dans un langage familier, je dirais, et là je rejoins M. Paquier, qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. L'école peut faire beaucoup, elle ne peut pas tout faire. Madame Chassot, qui est peut-être dans cette salle, qui est la présidente de la CDIP, a trouvé cette formule excellente pour dire que l'école n'est pas l'atelier de réparation de la société. Donc il faut que le monde politique en général, que le monde des adultes, quelles que soient les fonctions qui sont les nôtres, n'adresse pas à l'école des demandes déraisonnables. Et je crois profondément à ce qui a été dit, à savoir que l'école est un lieu pour apprendre. Le dialogue se poursuit de manière très importante entre les chefs de l'instruction publique et les syndicats. L'intervention du président du syndicat permet sans doute de conscientiser l'ensemble de la classe politique ou des personnes qui sont aux responsabilités sur le chemin qui est à parcourir. Et c'est un chemin important et exigeant. Voilà qui ouvre un espace pour une discussion après. Merci Anne-Catherine Lyon, merci Georges Paquier.